Alors, voilà, je remplace au pied levé le frère Odel. Voilà, on peut faire ça entre frères, hein, même si ça me met dans une situation un peu plus difficile que lui. Alors, j'ai essayé de me réapproprier le thème, non pas faire un exposé général qui aurait été un peu scolaire et à mon avis trop général sur le contexte religieux au temps de Saint-Dominique. J'ai essayé de voir quels sont les ordres et les mouvements religieux que Dominique rencontre et qu'est-ce qu'il en fait. Alors, pour cela, je vais aborder plusieurs ordres religieux, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas développer trop longtemps. Je vais parler des cisterciens pour commencer, ensuite des ordres militaires, ensuite je parlerai du monde canonial, et puis les mouvements hérétiques, que j'appellerais hétérodoxes, et puis enfin les légats pontificaux. Le génie de Dominique, je dis son génie, c'est la version sécularisée de la sainteté, parce que vous savez que la difficulté de la géographie, c'est qu'en un temps qui n'est plus chrétien, il faut pouvoir traduire en d'autres mots la force et la puissance de certains hommes. Alors, Dominique est pour moi un saint, mais je vais essayer de vous montrer que c'est un génie sur le plan organisationnel, hein, puisqu'il est surtout connu pour les institutions qu'il a créées, et je vais essayer de vous montrer le pourquoi. Donc le génie de Dominique n'est pas tant dans la nouveauté. Hein. La question de la nouveauté au Moyen-Âge est une question que personnellement je n'arrive pas encore à saisir très très bien. On se débat entre novus est diabolicum, voilà, donc on refuse absolument ce qui est nouveau, et puis en même temps, on ne cesse quand même, par exemple le biographe de saint Thomas d'Aquin, le premier biographe, parle quand même de la nouveauté de Thomas, et que c'est nouveau, et que c'est parce que c'est nouveau que c'est bien. Alors, cet aller-retour entre nouveauté et tradition, moi je ne sais pas trop encore où j'en suis dans cette question. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que le génie de Dominique est d'essayer de prendre ce qui convient à ce qu'il veut créer, si tant est qu'il ait en plus cette volonté-là, j'en reparlerai, et de laisser tomber ce qui ne lui convient pas. C'est-à-dire qu'on a le panachage entre différentes traditions, on a un panachage, en fait, entre différents ordres religieux, différents mouvements religieux. Le premier grand ordre que l'on trouve, ce sont bien sûr les cisterciens. Alors, les cisterciens sont une réforme, déjà, des bénédictins. J'ouvre une parenthèse sur la question de la réforme. Le mot réforme a subi, depuis les protestants, un changement de sens, c'est-à-dire la connotation de rupture. Il est nécessaire absolument, sur la question de la réforme, de garder ce mot-là comme étant permanent dans l'Église depuis l'origine. L'Église se réforme constamment, n'a jamais cessé de se réformer, doit encore se réformer, et le mot réforme que les protestants, que l'épisode historique des protestants a monté en épingle et puis a kidnappé un peu, hein, sur le plan sémantique, doit absolument revenir à un terme plus simple, c'est-à-dire il faut effectivement se réformer. Et les cisterciens sont les réformateurs par excellence du XIIe et encore au XIIIe siècle. Et ils sont pris au sérieux, ils sont tellement pris au sérieux, j'ouvre d'ailleurs une parenthèse parce que la semaine dernière j'étais dans un autre colloque et une personne a posé une question dans l'assistance en disant mais les dominicains sont arrivés parce que les cisterciens étaient devenus décadents. Alors pour le coup c'est typique d'une lecture historique fausse. Hein, pour essayer de justifier quelque chose qui arrive, on charge la barque de ce qui était auparavant en disant c'était décadent. C'est absolument pas vrai. Les cisterciens à l'époque sont encore dans leur grand mouvement de réforme grégorienne, enfin, les cas qui accompagnent ce mouvement-là, et ils sont pris au sérieux, y compris par le pape,
qui envoie des légats pontificaux cisterciens en terre hérétique et non plus des cardinaux romains. C'est-à-dire que le fameux, alors si vous n'êtes pas familier de la géographie dominicaine, je brosse le portrait, la vraie rupture c'est avril 1206, où Diègue et Dominique rencontrent des légats pontificaux qui échouent dans leur prédication en terre hérétique, et là, Diègue, Dosma et Dominique décident de partir prêcher, le grand mouvement dominicain commence là. Et on a fait de ces légats pontificaux des hommes qui échouaient parce qu'ils étaient justement décadents, qui n'étaient pas à la hauteur. Là encore, c'est un contresens, c'est-à-dire que le pape a fait exprès d'envoyer 3 légats pontificaux. Sur les 3, il y en a 2 qui sont cisterciens, dont l'un, Arnaud Amalric, qui est d'ailleurs l'abbé du monastère de Cîteaux, futur évêque de Narbonne, et Pierre de Castelnau, qui a pris lui aussi l'habit dominicain. Et cette nomination de cisterciens comme légats pontificaux, et non plus de cardinaux romains, est un gage d'honnêteté, de culture, de grande culture, de sagesse et d'authenticité. Ces hommes parlent la langue des peuples où ils sont envoyés. Autre cistercien dans la ville de Dominique qu'il croise et qui est très important pour lui, Foulques, l'évêque de Toulouse, qui après avoir été marié, père de famille et troubadour, a été moine de l'abbaye du Toronnais et ensuite nommé évêque de Toulouse. Il a été nommé par justement Arnaud Amalric, donc c'est un cistercien qui nomme un autre cistercien évêque. Donc vous voyez qu'on est dans un mouvement de réforme. Parenthèse sur le... Donc Foulques sera très important parce que c'est Foulques qui va installer Dominique à Toulouse comme prêcheur, prédicant. Le diocèse est dans un mauvais état. On dit qu'à son arrivée, Foulques trouve 96 sous dans les caisses et essentiellement des hérétiques. Alors, on ne sait pas ce qui est de l'ordre de la... vous savez très bien que l'histoire étant toujours écrite par les vainqueurs, on se demande s'ils ne cherchent pas la barque, en fait, pour après pouvoir se hausser du col. Mais le souci que Foulques aura d'installer Dominique, c'est-à-dire des non-séculiers, d'installer un nouvel ordre, une nouvelle congrégation, d'installer un nouvel ordre dans son diocèse, montre la nécessité que c'est un réformateur qui lui-même veut aussi une réforme, même si elle le dépasse, puisque les dominicains vont dépasser les cisterciens. Je vais dire pourquoi. Enfin, l'événement le plus important dans la vie de Dominique, sur le plan cistercien, je crois, c'est que Diègue d'Osma, dans les périples de fait, au Moyen-Âge, il circulait beaucoup, on se demande d'ailleurs comment il faisait. Franchement, je n'arrive toujours pas effectivement à comprendre comment ils circulaient, mais dans leur circulation, repassant par Rome, Diègue et Dominique demandent à être déchargés de leurs charges dans leur diocèse pour pouvoir partir en mission. Et le pape refuse et dit, vous retournez dans votre diocèse, et en retour, donc pour retourner dans le diocèse, il passe à l'abbaye de Cîteaux, et Diègue prend l'habit cistercien. Diègue prend l'habit cistercien. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les historiens sont encore en train d'essayer de travailler pour comprendre pourquoi un évêque prend l'habit cistercien alors qu'il retourne dans son diocèse, qu'il est censé retourner dans son diocèse. Je vous passe les différentes interprétations des historiens. Ce qui me paraît très intéressant à retenir, c'est que cet habit-là est un habit noble de réformateur. C'est-à-dire que quand Diègue prend cet habit-là, c'est dans une volonté de réforme, dans tous les sens du terme, que... alors Diègue ne prend pas l'habit, il reste chanoine, mais je note quand même cette affaire-là, parce qu'elle me paraît importante. Maintenant, qu'est-ce que Dominique va garder des cisterciens ou ne va pas garder? Donc je l'ai déjà dit amplement, ce qu'il garde, c'est l'esprit de la réforme. C'est l'esprit de la réforme. Si une partie de nos constitutions dominicaines, celles qui vont se mettre en place au fur et à mesure des années qui suivent l'ordre,
la constitution de l'ordre. Donc une partie de nos constitutions est d'origine prémontrée. Hein, c'est assez prouvé, en tout cas la première partie. En revanche, la deuxième partie est d'origine cistercienne. Hein, l'an prochain va sortir un livre très important qui est notre totum à nous, notre totum dominicain, qui vont être les sources dominicaines, et je pense que là va apparaître très clairement en fait que l'une des sources dominicaines est cistercienne, autant que prémontrée en tous les cas pour nos constitutions. Sur qu'est-ce qu'ils ne gardent pas? Qu'est-ce qu'ils ne gardent pas des cisterciens? Alors, je relèverai simplement la question de la ville. Ce sont des urbains, les dominicains vont devenir des urbains. Hein. On peut penser que les cisterciens sont des ruraux stables, alors que les dominicains sont des urbains mobiles, si vous me permettez cette manière de dire un peu rapidement les choses. Alors je ne vais pas parler devant Jacques Verger de la ville, je le laisse nous dire tout ce qu'il sait. Je reviendrai simplement sur un article ou un texte que Alain Moreau a sorti il y a quelques années sur la fuga mundi. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte quand même que les frères, même si les frères vont en ville, ils sont quand même soucieux de la fuite du monde, de la fuga mundi, qui est le mouvement religieux, de la vie religieuse par excellence. Et il dit, parce qu'il y a une comparaison entre les vitae patrum et les vitae patrum, et que les citations des pères du désert par les dominicains peut être un peu étonnante, puisqu'il n'y a pas de raison de citer les pères du désert quand on passe son temps à prendre le métro à Paris. Mais il dit très bien en fait que le couvent fonctionne en fait comme le désert. C'est-à-dire que la ville est l'endroit où l'on prêche, mais le couvent est le lieu du désert. Enfin, je terminerai sur ces cisterciens par toujours sur la question de la ville, par ce qu'un chroniqueur du Temps nous rapporte à propos de Jourdain de Saxe envers les cisterciens, parce qu'il y avait quand même une petite concurrence. Et Jourdain de Saxe dit aux cisterciens: qu'avez-vous à surveiller mes disciples, fils de pharisiens? Je sais, je suis certain que mes jeunes vont et reviennent, qu'ils sont envoyés et qu'ils retournent, tandis que les vôtres sont enfermés et qu'ils sortent. Bonne manière de voir la différence. Je passe à mon deuxième point sur les ordres militaires. Les ordres militaires ont été entièrement passés sous silence dans l'historiographie dominicaine du XXe siècle. On peut le comprendre avec les traumatismes de la guerre. Hein, c'est évident que les frères du XXe siècle ne pouvaient pas faire de lien entre les ordres militaires et Saint-Dominique en temps de guerre. Mais même au XIXe siècle, hein, il est très difficile au moment de la restauration de l'ordre, et je pense à Lacordaire, il est très difficile à Lacordaire de faire un lien entre les deux, pour une raison très simple, c'est que l'hostilité des anticléricaux envers l'ordre dominicain, vers l'habit dominicain, qui est l'habit de l'Inquisition, oblige le discours dominicain à être un discours très pacifique et pacifiste. Maintenant, je pense qu'on peut reprendre ce dossier, en fait, des ordres militaires. Pourquoi? Parce que le temps de Dominique est quand même un temps de guerre. Nous sommes en Castille, au XIIe siècle, c'est-à-dire en pleine période de guerre, de guérilla, de razzia entre l'Espagne sarrasine, l'Espagne maure, et l'Espagne chrétienne. Il y a des esclaves chrétiens en Espagne et il y a des esclaves maures en Espagne catholique. Les croisades, bien sûr, hein, qui occupent le côté important du mental sur l'Occident, et bien sûr les guerres féodales, qui sont encore très nombreuses à l'époque, et la lutte contre les albigeois. Tout cela fait que nous sommes en période de guerre et que les pouvoirs civils ne sont pas à la hauteur pour défendre l'Église. Dans la région de Toulouse, c'est-à-dire là où Dominique s'installe, le comte Raymond VI de Toulouse donc, est en but justement aux barons du Nord qui viennent combattre l'hérésie, et on est dans un climat de guerre, pas seulement civile, mais religieuse, et le roi de France lui-même, depuis qu'il a répudié sa reine, est en indélicatesse avec l'Église catholique, et donc
il est très difficile pour l'Église catholique de se défendre, et en tous les cas, c'est l'argument qu'elle utilise quand il faut créer des confréries militaires, et il existe à Toulouse, justement, une confrérie militaire appelée confrérie blanche que l'évêque Foulques fonde en 1209, et Raymond Capou, dans sa biographie de Catherine de Sienne, va attribuer la création de la confrérie militaire à Dominique. Carrément. Je veux dire, au XIVe siècle, ce n'est pas un souci, le lien entre les deux. J'expliquerai pourquoi ça paraît difficile que Dominique ait créé cette confrérie militaire pour des raisons historiques, je dirai tout à l'heure pourquoi. Maintenant, si je continue sur les ordres militaires autour de Dominique, on trouve dans la région donc, de la naissance de Dominique, en Castille, des membres de la famille de la mère de Dominique, Jeanne d'Aza, on trouve des membres de l'ordre de Calatrava. Calatrava est un ordre militaire qui a été fondé 10 ans avant la naissance de Dominique. Donc vous voyez aussi, les perspectives historiques sont quand même, on est dans un contexte très rapproché. Donc, un ordre militaire qui est fondé parce que l'ordre des Templiers n'a pas réussi à défendre une forteresse prise aux musulmans. Je vous passe les détails. Et ce qui est intéressant, c'est que cet ordre militaire de Calatrava, dans la région de naissance de Dominique, avec des membres de la mère, des membres de la famille de la mère de Dominique, occupe en fait un terrain qui fait que Dominique est forcément familier de cela. Et on trouvera par la suite des ordres mendiants militaires, les frères croisiers, vous entendez la connotation, les frères croisiers, mais qui se développent essentiellement en Allemagne, en Flandre, mais pas dans la région de Toulouse, de l'Espagne. Maintenant, qu'est-ce que Dominique va retenir des ordres militaires? Une chose absolument capitale. Seulement une chose, en fait, pas une seule. C'est que les ordres militaires vont obtenir, comme les ordres mendiants après, des bulles d'exemption de la part de la papauté. C'est-à-dire les ordres militaires sont au service de la papauté parce qu'ils doivent absolument être indépendants des pouvoirs civils, militaires et religieux locaux. Il faut absolument qu'ils sortent des questions justement de féodalité, des questions de territorialisation, et pour cela, il faut qu'ils soient indépendants et il faut qu'ils obtiennent une indépendance, et en fait c'est la papauté qui va leur donner cette indépendance par des bulles d'exemption. Alors, les bulles d'exemption sont tellement importantes au Moyen-Âge, qu'on en a fait d'ailleurs des bullaires, et qui montrent que, et l'ordre de Dominique connaîtra ça constamment durant tout le XIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il y aura la volonté pour les dominicains d'obtenir des gages d'indépendance des évêques et des pouvoirs civils. Et ça, il y a quelque chose là de très important parce que ça a été reproché aux militaires. Je passe très rapidement, parce que c'est suffisamment médiatisé sur le procès des Templiers, c'est-à-dire que on a suffisamment reproché aux Templiers justement leur indépendance, et par contre-coup, la violence qui leur est faite est justement pour être une attaque de l'indépendance, pour que Dominique et François d'ailleurs, François d'Assise, se soucient énormément d'obtenir constamment des gages d'indépendance, et il voit bien, on a bien vu dans le procès des Templiers, comment les Dominicains, alors à part le grand inquisiteur du royaume de France, qui était un Dominicain et qui lui a pris fait et cause pour le roi de France, mais à part lui, les autres Dominicains, dans ce procès-là, essayent de sauver ce qui peut être sauvé, c'est-à-dire le fait qu'il peut exister un ordre religieux indépendant. Je le dis rapidement comme ça. Il peut exister un ordre religieux exempt, c'est-à-dire il peut exister un ordre religieux qui dépend directement de la papauté, qui est au service de la papauté, et qui n'est pas soumis à des pouvoirs civils territoriaux. Il y a évidemment quelque chose à voir là-dessus avec le but, parce que je peux parler de l'universalisme, la question de l'universalisme. On va être dans Aristote est en train d'arriver,
c'est compliqué, l'arrivée d'Aristote, mais Aristote est en train d'arriver, et sur le plan de la pensée, la question de l'universalité aussi de la pensée est importante. J'ai dit tout à l'heure que qu'est-ce qui ne retient pas Dominique des ordres militaires, ce qui ne retient pas, c'est évidemment le fait d'utiliser la violence pour régler un problème. Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que, effectivement, Dominique n'a certainement pas pu créer la confrérie militaire de Toulouse parce que justement, il n'était pas Toulouse à l'époque, parce que justement, dès qu'il y a un combat quelque part, un combat militaire, on trouve Dominique ailleurs. On le trouve dans une région où lui prêche, hein, et quand c'est la guerre à Toulouse, il est à Fangeau, où il prêche. Et la deuxième raison, c'est Lacordaire, mais je ne vais pas prendre trop de temps. Lacordaire a, dans son histoire de Saint-Dominique, à mon avis, une des pages et des lignes définitives sur le fait que Dominique décide, comprend le problème de l'hétérodoxie, comprend le problème de l'hérésie, et décide d'adopter une méthode complètement nouvelle de prédication, et la violence et la force et les armes n'en font certainement pas partie. Troisième mouvement religieux dont je voudrais parler, qui est le monde canonial. J'avais commencé cette partie en disant, si vous voulez, en ces temps de déforestation, entrer dans une jungle luxuriante et inextricable, eh bien, essayez de comprendre le monde canonial des 11e et 12e siècles. Entre les chanoines séculiers, les chapitres cathédraux, les chanoines séculiers qui ne sont pas de chapitres cathédraux, les chanoines séculiers qui deviennent des chanoines réguliers de chapitres cathédraux, ou bien les chanoines séculiers de chapitres de collégial, sans parler des chanoines qui suivent les règles d'Aix-la-Chapelle et ceux qui suivent la règle de Saint-Augustin, qui est elle-même composée de 3 textes différents. Vous avez compris, je ne vais pas essayer de vous faire entrer là-dedans. Moi-même, j'essaye d'en sortir rapidement quand j'y entre. Simplement, on ne peut que relever quand même une chose, c'est que Dominique était chanoine. Donc, il est difficile de faire l'impasse sur le monde canonial. Dominique est chanoine tout simplement parce que Dominique est repéré, quand il était étudiant en théologie, il est repéré à Palencia, parce que l'évêque de son diocèse, à Osma, Martin de Balzane, qui est le prédécesseur de Diègue, et Martin le fait chanoine de son église. Bon. Chanoine régulier. D'ailleurs, il est tout de suite ordonné, l'âge canonique c'est 25 ans, il est tout de suite ordonné prêtre, et il est chanoine de son église. On ne dit rien sur la vocation de chanoine de Dominique, ça se fait comme ça. Ce que je voudrais dire sur Osma, et sur son chapitre cathédral, c'est que Osma est un diocèse récent, d'abord. Hein, il a été repris seulement depuis 100 ans sur les Sarrasins, et le siège apostolique, le diocèse a été rétabli seulement depuis 90 ans. Donc c'est tout nouveau. Le chapitre cathédral d'Osma est un chapitre de chanoines réguliers, c'est-à-dire qu'ils obéissent à la règle de Saint-Augustin. Mais en 1199, c'est-à-dire pendant que Dominique est chanoine, une bulle pontificale, une de plus, une bulle pontificale nous apprend que Osma ne pourra plus accueillir de chanoines séculiers. C'est-à-dire que seuls les chanoines réguliers peuvent vivre dans le chapitre cathédral d'Osma. Or, cela voulait dire, avant 1199, qu'il y avait donc des chanoines séculiers qui ne faisaient pas vœu de pauvreté, qui vivaient avec des chanoines réguliers qui, eux, faisaient vœu de pauvreté. Donc, je ne vous dresse pas le problème de la cohabitation que cela devait créer. Mais vous aviez donc des chanoines qui obéissaient à des règles différentes, qui vivaient dans le même chapitre cathédral. Et j'en tire une conclusion. C'est la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est que Dominique, en fait, vit dans un temps qui n'est pas du tout un temps qui meurt. Comme on l'a dit, hein, le monde de la féodalité meurt, naît quelque chose de nouveau. C'est plutôt un monde qui bouillonne. On est plutôt dans quelque chose, on est plutôt dans du trop que dans du pas assez, en fait. Et Dominique fait l'expérience d'un monde canonial divers. Et je ne peux pas m'empêcher, comme
comme dominicain, et comprenant moi-même comment se vivent les institutions de l'ordre, je ne peux pas m'empêcher de penser que la souplesse de Dominique, sur le plan des constitutions, la souplesse de Dominique, la flexibilité de Dominique sur le plan de la règle. Vous savez qu'on apprend très vite quand on est novice que Dominique préférait aller barrer sur les constitutions ce qui empêchait les frères de prêcher. Voilà, c'est-à-dire que le rapport Dominique à la règle est un rapport, bien sûr la dispense, mais c'est un rapport souple, c'est un rapport flexible. La finalité de l'ordre, c'est le salut des âmes et la prédication. Voilà. Et la règle est quelque chose qui est au service de cela. Et quand j'essaie de comprendre le monde canonial du temps de Dominique, les diversités, vraiment, hein, si vous voulez aller voir la diversité du monde canonial, je me dis, Dominique, d'emblée, étant tout jeune clerc, tout jeune chanoine, a dû s'affronter en fait à cette diversité qui l'a rendu, à mon avis, très sage. Hein. La première qualité de Dominique, sur le plan institutionnel, c'est sa sagesse. Qu'est-ce qu'il ne retient pas? Qu'est-ce qu'il ne retient pas des chanoines? C'est-à-dire que, la grande question, est-ce que les dominicains sont des chanoines réguliers? Si vous voulez vous amuser, à chaque fois que vous rencontrez un dominicain, vous lui demandez ça. Est-ce que les dominicains sont des chanoines réguliers? Vous verrez, vous aurez autant de réponses différentes qu'il y a de types de chanoines dans l'histoire. Les chanoines réguliers, j'allais dire, on peut penser effectivement qu'ils s'essoufflent, en fait. Il y a un essoufflement. Le XIe siècle, le XIIe siècle sont des siècles de grande ferveur canoniale. Or, il y a un essoufflement. Alors, non, je précise, ce n'est pas un essoufflement, c'est que les modalités historiques, notamment les constitutions des villes, l'arrivée des marchands, l'arrivée des bourgeois, la question de la monétarisation de l'économie, toutes ces questions-là qui sont nouvelles, passent à côté, en fait. Les grands chapitres canoniaux de collégiale ou de cathédrale, en fait, passent à côté de cette question, et on voit bien, je crois, Dominique qui, lui, essaye d'adapter. Hein, donc c'est un chanoine régulier, j'allais dire, urbain. Je termine par les mouvements hétérodoxes, les mouvements hérétiques. Alors on ne devient pas hérétique, on ne naît pas hérétique, on le devient, hein, c'est comme chrétien. Et là aussi, l'hérésie, dans une hagiographie dominicaine, il est tentant de charger la barque du côté des hérétiques pour pouvoir faire apparaître Dominique, Dominique surtout en toulousain, faire apparaître Dominique comme un soleil, comme ça. Là aussi, c'est beaucoup plus compliqué. Dominique et François adoptent des pratiques qui sont les pratiques hétérodoxes de la prédication. Comment devient-on hérétique? On devient hérétique en partant prêcher pauvrement. Si vous êtes un prédicateur itinérant, vous avez des chances de terminer dans l'hérésie. Et si vous êtes un prédicateur itinérant laïque, vous avez peu de chances d'en ressortir. Je vous rappelle que saint François d'Assise était un prédicateur itinérant laïque. Pierre Valdo était un prédicateur itinérant laïque. Et la différence entre Pierre Valdo et François d'Assise est le point, j'allais dire le point de rupture, hein, le point de rupture, hein, parce que là pour le coup il y a rupture, mais le point de rupture est à un endroit beaucoup plus subtil qu'on le croit. Pierre Valdo a été protégé par Alexandre III, il a été protégé par Innocent III, hein, et qui lui ont donné la permission de prêcher, alors sous réserve, vous ne mettez pas à dos l'évêque du lieu. C'est compliqué, hein, surtout quand on est itinérant. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont s'installer dans des endroits. La prédication itinérante est une pratique hétérodoxe qui deviendra hérétique
Or, saint François et saint Dominique l'adoptent complètement. Et le grand... alors, on est bien sûr dans le contexte de la parole, hein, je n'ai pas le temps de développer cette question. Nous sommes... la parole au XIIIe siècle, là il y a suffisamment d'études qui ont été faites, ça y est, on commence à un peu voir les choses, sur la force de la parole performative, la question de l'aveu, qui est liée à la question de l'Inquisition d'ailleurs, hein, le refus du jugement de Dieu, on ne fait plus de jugement de Dieu, hein, en tous les cas c'est interdit au XIIIe siècle, et c'est marrant d'ailleurs de voir que dans la première biographie, le Libellus de Jordan Sachs, vous avez à la fois des jugements de Dieu, hein, des manuscrits qui sont jetés dans le feu et qui sont... Et puis en même temps, vous avez la nouveauté de la parole comme seule et dernière et ultime puissance. C'est pour ça qu'on voit apparaître des prédicants. Alors, quelle est la différence maintenant? Quelle est la différence? J'ai essayé de montrer le point commun. La différence, c'est... Je vais le dire comme ça a sa valeur, ce que je dis, mais je crois qu'il y a... J'ai parlé de souplesse et de flexibilité institutionnelle de Dominique. Il y a un moment où les mouvements hétérodoxes, très nombreux, hein, les mouvements hétérodoxes et les ordres mendiants s'opposent à la curie romaine, s'opposent à l'autorité, qu'elle soit épiscopale ou pontificale, et je crois que se joue quelque chose dans le rapport à l'autorité, se joue là quelque chose de très important. C'est-à-dire que certains vont aller jusqu'à la rupture, ça ne va pas leur poser de problème d'aller jusqu'à la rupture, hein, et ils vont devenir hérétiques, pour le malheur de l'histoire, ils vont devenir hérétiques, et d'autres, en revanche, alors saint Dominique, ça ne lui pose pas de problème parce que saint Dominique est un clerc, c'est un institutionnel, c'est un chanoine, il sait comment faire avec l'institution, il n'a pas de problème de souplesse et de flexibilité avec les autorités. Ce n'est pas le cas de saint François. Hein, quand on oblige saint François à écrire sa règle, il l'écrit en pleurant, il l'écrit quand même. Hein, bon, de toute façon, elle ne servira à rien parce que dès le début, personne ne voudra la suivre. Mais il y a là un rapport à l'autorité qui est, j'allais dire, d'ordre psychologique. C'est-à-dire que soit vous allez jusqu'à la rupture, soit vous n'allez pas jusqu'à la rupture. Hein. Et j'ai l'impression que ça se joue vraiment à quelques millimètres. Hein. Alors c'est pas vrai pour Dominique, hein, je le répète, Dominique a un rapport à l'institution beaucoup plus apaisé que François. Enfin, sur les légats pontificaux, j'avais simplement une chose à dire, c'est que, une chose très importante, c'est que les légats pontificaux, bien que réformateurs cisterciens, bien que de saints hommes, hein, échouent, parce qu'ils sont quand même justement porteurs d'une autorité. Hein. Ils se déplacent avec le concile de Latran III, les oblige à se déplacer avec 25 domestiques, enfin 25 personnes, parce qu'ils ne représentent le pape et ils n'ont pas le droit de faire pitié. Hein. C'est interdit. J'ai dit que les prédicateurs itinérants prêchaient pauvres, c'était un péché. Hein. La pauvreté du Christ est controversée à l'époque. Hein. Michel Bollard a écrit des choses là-dessus. Donc les prédicateurs pauvres ne sont pas bien vus. Et c'est pour ça que les légats pontificaux, les 3 légats pontificaux se promènent en terre hérétique avec 80 personnes autour d'eux, une cour de 80 personnes autour d'eux. Ils en sont les premiers maris, mais c'est comme ça. Ce qui est le plus important, c'est que on dit, je dis on dit parce que voilà, tout ce que je lis, je prends, je ne sais pas toujours si c'est vrai pas vrai, mais ça m'intéressait, que Pierre de Castelnau, l'un des 3 légats pontificaux, était parti en fait en Languedoc pour amener la fameuse lettre d'Innocent III, Vergentis Insenium, de la fin du XIIe siècle, qui est une lettre disciplinaire qui assimile l'hérésie à un crime de lèse-majesté et donc ouvre la voie possible à la peine de mort pour les hérétiques. Et cette lettre, alors jusqu'à présent on ne disait pas ça, enfin, voilà. Mais si c'était vrai, enfin, s'il y a un aspect disciplinaire dans la venue des légats pontificaux en Languedoc,
Ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans ce que Dominique fait en Languedoc, qui est quelque chose de tout sauf de disciplinaire. Ça pose la question de l'Inquisition, qui n'est surtout pas la question d'aujourd'hui, mais ça pose la question de l'Inquisition, mais en tout cas, Dominique, lui, prend tout à fait fait et cause pour des pratiques hétérodoxes, non disciplinaires. Donc vous voyez, c'est assez curieux, tout en souhaitant prendre la suite des légats pontificaux. Et je termine par une chose, par une phrase de conclusion, si vous permettez. Donc, le génie de Diègue et de Dominique ne réside pas dans une tabula rasa de ce qui se faisait auparavant, surtout pas, et qu'ils auraient tout inventé par la suite. Mais ils ont pris de tout ce qu'ils ont croisé, ce qui était utile pour servir leurs propos propres. Pardon pour la redondance. Quel est ce propos? En temps de guerre, refuser les armes matérielles et choisir la parole sous tous ses aspects, soit prédication ou disputation. Prendre, et même s'il faut le prendre aux hérétiques, les méthodes de prédication. Vivre en ville, tout en faisant du couvent une fuga mundi. Entrer de plein pied dans un nouvel universalisme qui se profile, tout en vivant la vie commune, qui justement est une vie locale. Ne créer qu'un seul ordre, ça j'ai pas eu le temps de le développer, fait d'hommes et de femmes. Vous savez que François crée un ordre, la différence entre François et Dominique sur l'ordre, François crée un ordre d'hommes, de pénitents d'ailleurs, ce qui ajoutait à la prédication pauvre et laïque, c'est qu'en plus c'était des pénitents, donc ils étaient vraiment mal barrés. Et il faut attendre Sainte-Claire, enfin il faut que ce soit Sainte-Claire qui fonde un ordre de femmes. Alors que Dominique va fonder un ordre de femmes, enfin, Diègue et Dominique ont fondé un ordre d'abord de femmes et ensuite d'hommes, mais le même ordre. Tout simplement parce que les femmes, en fait, sont d'anciennes cathares qu'il faut protéger, qui se sont converties qu'il faut protéger. Diègue et Dominique les prennent sous leur protection et ces femmes feront partie de l'ordre dominicain pleinement. Et là, on est dans une solidarité homme-femme. J'ai pas eu le temps de parler des béguines entrent à foison dans l'ordre dominicain quand l'ordre dominicain est créé, parce que les béguines se sentent une affinité avec cet ordre qui se crée. Et enfin, une nouvelle solidarité avec une nouvelle classe sociale, les bourgeois, les marchands, les banquiers, qui sont très importants sur le plan économique. Bien sûr, c'est une des raisons pour lesquelles les mendiants vont devenir très riches, c'est qu'ils vont être d'abord envoyés, enfin d'abord considérer qu'ils sont envoyés à la nouvelle classe sociale qui apparaît. Et enfin, je termine là-dessus, par rapport aux chanoines et aux cisterciens, les frères dominicains sont des frères mobiles. Merci.